Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantasy, et une très grosse chronique pour un très beau bouquin. En l'espèce, le premier volume de l'intégrale, avec des guillemets, de Clark Ashton Smith chez Mnemos, donc financé par un financement participatif. Premier volume intitulé Monde Dernier et qui porte sur les univers de Zotic et Averroigne. Lire enfin Clark Ashton Smith. Le financement participatif lancé par les éditions Mnemos il y a un peu plus d'un an de cela m'en a enfin fourni l'occasion. Et quelle occasion! Le Trouvache de Corbeau ayant rencontré un beau succès, il a débouché sur un magnifique coffret comprenant 3 très beaux livres, reliés avec signets et illustrés en couleur. Les couvertures de Zdzislaw Beksinski sont superbes, mais tout autant les illustrations intérieures de Santiago Caruso, sans compter quelques goodies, dont une carte de Zotic au format poster, c'est cool, j'aime les cartes, et comprenant surtout des dizaines de textes dans une nouvelle traduction plus que bienvenue le cas échéant, et qui m'a l'air tout à fait satisfaisante à en juger sur ce seul premier tome, un beau travail de Julien Bétan. Il faut d'ailleurs y ajouter un paratexte appréciable, avec ici une préface de Scott Connors et une postface de S.T. Joshi, il est partout, toutes deux traduites par Alex Nikolavitch. Mais qu'en est-il du contenu proprement smithien de ces livres ? Le titre global est hélas trompeur. Il ne s'agit certes pas d'une intégrale de Clark Ashton Smith, bien évidemment, mais pas même, comme on avait pu le dire, une intégrale de ses récits de fantasy, j'ai l'impression. Mais il y a quand même du matériau, plus que conséquent. En fait d'intégrale, il s'agit d'abord ici de reprendre tous les textes de Clark Ashton Smith se rapportant à ces 4 univers imaginaires récurrents. Dans le premier tome qui va nous intéresser aujourd'hui, nous avons donc tout Zotic et tout Averroigne. Le deuxième volume, plus petit, comprend tout Hyperborée et tout Poséidonis. Mais il y a aussi un troisième volume, dont je crois qu'il s'agit d'une spécificité du crowdfunding indisponible autrement, qui comprend d'autres textes de fantasy indépendants de ces 4 univers majeurs, mais pouvant correspondre, je crois, à des tentatives d'ensemble moins amples. Aujourd'hui, nous nous pencherons donc sur Zotic et Averroigne, en relevant que le titre de ce premier volume n'est pas plus pertinent que le titre d'ensemble. Zotic est assurément un monde dernier, c'est même une de ses caractéristiques essentielles, mais Averroigne ne l'est certainement pas, qui correspond à un monde passé. Je ne vais pas revenir ici sur la biographie de Clark Ashton Smith, et notamment sa décennie d'écriture de nouvelles. La quasi-totalité des textes ici compilés ont été composés durant cette brève période de production presque frénétique de fiction. Ou encore son statut primordial de poète, avec la possibilité que ces nouvelles publiées dans des pulps, en fait très concrètement ici Weird Tales, systématiquement, puissent être envisagées comme des poèmes en prose. Tout ceci, j'en ai parlé hier, en fait, en traitant de l'essai de Donald Sinefrier, The Sorcerer Departs, Clark Ashton Smith, 1893-1961. On peut cependant, en guise de préambule, dire quelques mots de l'approche du genre fantasy chez Clark Ashton Smith et de ses implications en matière de style. Smith était donc un poète avant que d'être un conteur, même s'il avait livré, adolescent, quelques nouvelles, où les influences essentielles et communes avec le correspondant Lovecraft des Mille et une nuits et du Vathek de William Beckford se faisaient particulièrement sentir. Zotic témoignerait plus tard de ce que ce n'était pas un enthousiasme passager, mais bel et bien une influence déterminante. En tant que poète, Smith ne donnait initialement guère l'impression de pouvoir être associé au monde des pulps, quand bien même il publiait de la poésie. Mais il y viendra pourtant, peut-être via Lovecraft, car il prisait la littérature d'évasion, l'imaginaire au premier chef, et il l'a sans doute toujours prisé. En fait, ce goût du fantastique et de l'irréalisme était si prononcé qu'il a débouché sur une très vague querelle avec son mentor, le poète George Sterling, qui louait par-dessus tout la poésie du jeune Smith, et ne renaclait dans ce contexte pas le moins du monde aux éléments proprement baroques qui y abondaient, mais ne comprenait pas l'engouement semble-t-il soudain du poète pour l'évasion à peu de frais des pulps, lequel a répondu par un plaidoyer plus qu'enthousiaste. Mais c'était une très vague querelle, si même querelle est bien le mot. Sterling et Smith sont restés très liés jusqu'à la mort du premier. Cette opposition relative n'était d'aucun poids dans les rapports entretenus par les deux poètes. Quoi qu'il en soit, Smith n'avait rien de cette intelligentsia littéraire qui ne pouvait que conspuer la sous-littérature des pulps, et peut-être au premier chef de ce traitant d'imaginaire. Que l'on parle de science-fiction, genre tout juste naissant en tant que tel, Smith a régulièrement publié dans le Wonder Stories de Hugo Gernsback, ou de cette nouvelle forme de fantaisie américaine dont Smith serait finalement l'un des pionniers, à l'égal de son correspondant Robert E. Howard, à moins d'englober tout cela et d'autres choses encore, le fantastique et l'horreur au premier chef, sous l'étiquette plus souple de Weird. En fait, il faut associer ici 2 tendances complémentaires, mais peut-être pas parfaitement équivalentes, le goût de l'évasion et le mépris du réalisme dans sa forme la plus vulgaire. Et ici, Smith rejoint largement Lovecraft.
Pour le barde d'Auburn, la fantaisie constitue une libération bienvenue et salutaire de la tyrannie oppressante de l'anthropocentrisme. En effet, à l'instar du gentleman de Providence, Clark Ashton est bien au contraire persuadé de ce que l'homme n'a pas de place significative dans l'univers. Mais cela va au-delà. Alors la citation en anglais, pardon pour mon accent pourri, je me sens pas de traduire directement. To me, the best if not the only function of imaginative writing is to lead the human imagination outward, to take it into the vast external cosmos and away from all that introversion and introspection, that morbidly exaggerated prying into one's own vitals and the vitals of others, which Robinson Jeffers has so aptly symbolized as incest. What we need is less human interest in the narrow sense of the term, not more. Physiological and even psychological analysis can be largely left to the writers of scientific monographs on such themes. Fiction, as I see it, is not the place for that sort of grabbing. Une position assez radicale donc. Mais sur un mode plus pondéré, Smith traitant de la fantaisie ici ou là, probablement surtout dans sa correspondance, peut faire penser à ce que son contemporain J.R.R. Tolkien exprimerait bientôt devant de doctes savants oxoniens dans sa fameuse apologie des contes de fées, figurant dans le recueil Féerie et autres textes. Du moins se reconnaissent-ils essentiellement, vocabulaire spécifique ou pas, dans les fonctions qu'ils attribuent au genre fantasy. Mais sans doute à une exception près, notable, le catastrophe, si essentiel à la conception tolkienienne de la féerie, ne signifie sans doute pas grand-chose pour Smith. Même si, ai-je envie de préciser, ce concept clé chez le philologue catholique va bien plus loin que le seul happy end. Or, la préface de Scott Connors est quelque peu ambiguë à cet égard, notamment en appuyant sur les chutes négatives récurrentes chez le barde d'Auburn, ce qui n'exclut pas des bonnes fins de temps à autre, même s'il est sans doute pertinent de relever que dans la fantaisie de Smith, les mauvaises fins sont régulièrement choisies par les protagonistes, de préférence à une bonne fin qui ne leur était en rien inaccessible. Quoi qu'il en soit, cette fantaisie implique un style adapté, et Clark Ashton Smith le dérive de son expérience de poète, plus particulièrement de poète en prose, au point où l'on a pu dire, comme Donald Sinefryer dans The Sorcererly Parts, que nombre de ces nouvelles de fantaisie pourraient tout aussi bien être envisagées comme autant de poèmes en prose, ou du moins de poèmes en prose développés. Il est vrai que dans ce volume, même en faisant la part de la narration, certaines nouvelles de Zotic, par exemple, pourraient coller. Ainsi, disons, l'Empire des Nécromants qui ouvre le cycle, ou peut-être davantage encore le Sombre Eidolon ou Xithra. En fait, à cet égard, l'approche de Clark Ashton Smith a quelque chose de savamment délibéré. Voici ce qu'il pouvait en dire. Alors, nouvelle citation en anglais, mes excuses. My unconscious ideal has been to delude the reader into accepting an impossibility, or series of impossibilities, by means of a sort of verbal black magic, in the achievement of which I make use of prosaism, metaphor, simile, tone color, counterpoint, and other stylistic resources, like a sort of incantation. D'où cette langue à la fois chatoyante et peu ou prou extraterrestre, une chose qui ne pouvait que séduire un Lovecraft, j'imagine. Sans doute peut-on au moins pour partie la dériver au-delà des modèles poétiques de l'auteur, et plus particulièrement en termes de poésie en prose, Poe et Baudelaire, de choses bien plus anciennes. En fait, la fascination enfantine pour les contes, et notamment ceux des Mille et une nuits, ressurgit ici, complétée au registre de l'orientalisme par Vathek. Au fond, ces influences primordiales n'ont jamais lâché l'auteur. Mais cette langue largement incantatoire emprunte sans doute dans une égale mesure à d'autres sources, dont peut-être cette Bible du roi Jacques qui, 20 ou 30 ans plus tôt, avait fourni le substrat stylistique des contes oniriques de Lord Dunsany. S.T. Joshi, dans sa postface, fait explicitement le rapprochement entre les deux auteurs, et c'est encore une autre manière de lier Smith à Lovecraft. Mais le style doit probablement être entendu au sens large, ce qui dépasse le seul registre de la langue, aussi baroque et chatoyante soit-elle, lequel pourtant suffit probablement à placer Smith au-dessus des deux autres mousquetaires de Weird Tales. Avec toute la passion que m'inspire Lovecraft, je n'ai aucun doute quant à la supériorité formelle de Smith, écrasante. Le barde d'Auburn ne fait pas qu'aligner des mots, même colorés, il sait aussi parfaitement raconter des histoires, avec toute la compétence d'un conteur madré, conscient et maître de ses effets, et sachant en outre véhiculer le récit via des personnages autrement complexes, là encore, que ceux souvent fonctionnels d'un Lovecraft ou d'un Howard. Une remarque avancée notamment par E. Hoffman Price, confrère en pulp, qui a eu l'insigne privilège d'être le seul homme à avoir rencontré successivement les trois maîtres de Weird Tales. Même avec ce que la publication des cycles de Zotic et Averroigne en intégralité peut comporter de faiblesses et de redites, le tableau final est néanmoins celui d'un auteur puissant et habile, avec les mots comme avec les thèmes. Un auteur parfois joueur sur ces deux plans aussi. Mais ces thèmes, donc, quels sont-ils? Multiples sans doute. D'abord et avant tout.
Une œuvre de pareille ampleur ne saurait probablement être résumée à 2 ou 3 formules, même si l'analyse impose plus ou moins de procéder ainsi. Chaque cycle a ses propres préoccupations. Zotique ainsi est une ode à la décadence, où l'idée de fin est omniprésente, et bannissant comme fut-il toutes les prétentions à la civilisation, au progrès et aux œuvres de la raison. Cette décadence, en dehors du seul chatoiement paradoxalement coloré d'un univers en fin de vie, s'exprime aussi dans un regard ambigu sur le passé, très concrètement incarné dans la pratique perverse et pourtant presque commune de la nécromancie. La sexualité a son mot à dire, à tous les niveaux, en tant que figure marquée de la décadence. Averroigne, moins fantasque, est un terrain propice à la mise en scène d'une pseudo-rationalité d'ordre essentiellement religieux, luttant vainement contre les connotations les plus sombres, et en même temps parfois très prosaïques, d'une sorcellerie dont les abbés, etc., souhaiteraient qu'elle ne soit plus qu'un mauvais souvenir et fort lointain. À moins bien sûr qu'ils ne soient eux-mêmes corrompus à cet égard, tels saint Azédarac, ou que leur pureté, très fâcheusement, ne leur offre pas le moins du monde les clés pour l'emporter dans cette lutte eschatologique, ne leur laissant pour seul recours que de faire appel à une autre sorcellerie. D'autant que le mal contre lequel nos saints hommes se dressent avec plus ou moins d'assurance, sinon de conviction outragée, relève souvent d'une sexualité qu'ils ne sauraient percevoir autrement que comme une menace à réprimer, un autre combat futile. Globalement, l'amour et la mort, l'inévitable duo des instincts, sont cependant presque toujours de la partie. La fantaisie de Smith, dans ces 2 cycles en tout cas, a un caractère morbide marqué, auquel je ne connais guère d'équivalent. Bien sûr, le rôle essentiel de la nécromancie, surtout dans Zotique, en est un témoignage éloquent, sur lequel il me faudra revenir en temps utile. Mais même sans recourir à ce procédé, la mort, qui est aussi la fin, la destruction parfois, l'oubli autrement, est toujours là, tapinant loin. Or, la mort entretient souvent des relations complexes avec l'amour, lequel peut être envisagé à la romantique, voire platonique, ou tourné bien plus concrètement à la mise en scène d'une sexualité franche et même outrée, porteuse à l'occasion de restrictions morales, ou au contraire farouchement libérée sinon proprement libératrice. En fait, les 2 univers de Zotique et Averroigne jouent de cette thématique de manière paradoxale. La décadence du dernier continent implique son lot de scènes d'orgie ou peu s'en faut, mais, hypocrisie ou pas, elle s'accompagne souvent de critiques d'ordre moral, dans des récits empruntant parfois des allures de fable. Averroigne, au contraire, met en scène un monde médiéval où la sexualité est strictement réprimée par l'Église omniprésente, mais elle n'en apparaît que plus libératrice, hors du mesquin contrôle des institutions. Dans les 2 cas, le ton peut se montrer moqueur ou, plus généralement, provocateur. Plusieurs de ces nouvelles s'illustrent par un contenu érotique assez marqué, à un point parfois surprenant, et qui a pu choquer un Farnsworth Wright, retournant furieux quelques textes à Smith au prétexte qu'il s'agissait d'une pure histoire de sexe, ou que le Satyriasis n'était pas dans la ligne éditoriale de Weird Tales. Magazine qu'on aurait pu supposer moins frileux à regarder simplement ses couvertures, notamment celle de Margaret Brundage, mais c'est sans doute un biais guère significatif. Il faut dire que la conception du spicy chez Smith pouvait passer par des séquences fort étranges. Pensez à la mère des crapauds, étouffant le pauvre héros sous ses énormes mamelles. Ce en quoi la nouvelle faisait d'ailleurs écho à la très narquoise Vénus exhumée, immédiatement antérieure dans le cycle d'Averroigne, où l'auteur raillait méchamment les pulsions charnelles plus ou moins vertement réprimées des hommes d'église. Mais ce jeu ambigu de l'amour et de la mort imprègne bien davantage de nouvelles d'un ton moins léger, dérivant son traitement des 2 notions, davantage associées qu'opposées, des canons d'une école décadente portée sur le scandale et l'ironie. L'orientalisme de Zotique y a d'ailleurs sa part. Quoi qu'il en soit, des triangles amoureux les plus chastes, dit-on, aux quasi-orgies frontalement lascives et perverses, les jeux pas si contraires d'Eros et Thanatos ne sont pas pour rien dans la réussite des contes, au plan de l'ambiance comme du fond. Par ailleurs, lecteur de Lovecraft, j'ai été tout naturellement incité à guetter dans les nouvelles de ce beau volume des allusions Lovecraftiennes. Clark Ashton Smith avait après tout participé à l'élaboration du canular cthulhien, et les 2 auteurs s'appréciaient énormément et s'empruntaient régulièrement. En fait, les références Lovecraftiennes explicites sont très rares. En dehors de Yog-Sothoth, mentionné dans une graphie bizarre dans Saint Azédarac, dans le cycle d'Averroigne, on ne trouve pas grand-chose. Sans doute faut-il chercher de telles allusions dans un registre davantage implicite, mais sans aller jusqu'au principe même d'une horreur cosmique, trop vague en tant que telle, même si Zotique en serait probablement une très parlante illustration, pas Averroigne. Mais plus concrètement, dans le sombre Eidolon, Smith évoque par exemple le retour en Zotique des anciens dieux de la Lémurie, de Mu et d'Hyperborée. C'est ici qu'intervient une sorte de biais, car Smith fait assez régulièrement usage d'un lexique connu des amateurs de Lovecraft,
Seulement il ne s'agit pas de références Lovecraftiennes à proprement parler, mais de références internes à l'œuvre smithienne. Plusieurs nouvelles évoquent ainsi le vieux mage d'Hyperborée Eibon, son fameux livre, ou encore son anneau. Eibon est à mains égards l'Abdul al-Azred de Clark Ashton Smith, et le livre d'Eibon son Necronomicon. Lovecraft et les autres Lovecraftiens en ont souvent fait mention, avec éventuellement des adaptations. Le livre d'Eibon traduit en latin devient le Liber Hugonis, etc. Mais tout cela est propre à Smith à la base. Il en va de même pour son plus fameux grand ancien, Tsatogwa, qui apparaît de temps à autre ici, éventuellement sous d'autres graphies. Dans Saint Azédarak, encore une fois, on trouve ainsi Sodagi, et dans un synopsis, Sadoka. Reste que ces références internes renvoient avant tout au cycle d'Hyperborée. Je suppose que sa lecture, dans le deuxième tome de cette intégrale, sera autrement éclairante à ce propos. Car dans ce premier tome, ce n'est probablement pas si significatif que cela. Averroine dépeint un monde fondamentalement chrétien, même avec des réminiscences païennes, et Saint Azédarak est comme une exception à ce niveau, en notant toutefois que, selon S.T. Joshi, Clark Ashton Smith avait songé à faire de l'abbé sorcier un personnage récurrent. D'autres sorciers révèrent peut-être ces mêmes dieux oubliés sans l'exprimer, on a quelques indices à ce sujet, mais aux yeux de tous ils sont avant tout des adorateurs du diable, et un diable très chrétien. C'est probablement tout ce qui compte. Quant à Zotique, à la fin des temps, c'est un monde qui, même dans la crainte éventuelle du retour de ces dieux anciens scellant le sort d'une humanité de toute façon à bout, redoute bien davantage le prince des démons Tasaïdon, souvent méphistophélique, plutôt qu'un Tsatogwa impossible à se figurer. Les deux noms sont peut-être liés, mais les implications tout autres, et c'est ce qui compte, là encore. Par ailleurs, les monstres et autres créatures surnaturelles que nous croisons dans ce premier volume sont relativement classiques pour l'essentiel. Des hordes de morts-vivants dans Zotique et des variations sur le vampire, le loup-garou, la sorcière, etc. dans Averroine. On compte tout de même quelques exceptions. Dans Zotique, le tisseur dans la tombe est sans doute une variation sur le vampire, mais suffisamment abstraite et autre pour évoquer quelque extraterrestre indicible typique de Lovecraft, tandis que dans Averroine, la bête d'Averroine emprunte finalement presque autant à la couleur tombée du ciel, là encore, qu'à la bête du Gévaudan, peut-être. Reste que Yog-Sothoth mis à part, on ne trouve donc pas de référence Lovecraftienne ici, seulement des allusions d'ordre interne et personnel, mythique Lovecraftienne par répercussion. Cependant, il est clair que ces dernières ont eu une postérité non négligeable chez Lovecraft, ses collègues et ses suiveurs. Parfois d'ailleurs de manière inattendue. Après tout, Lovecraft citait Averroine dans sa révision pour Hazelhild Out of the Aeons. Il est bien temps d'aborder les textes de Smith en eux-mêmes. Nous commencerons avec Zotique, donc, et d'abord quelques généralités, après quoi je dirai quelques mots de chacun des textes composant le cycle. À la différence des trois autres cycles de cette intégrale, Zotique ne se situe pas dans un lointain passé, mais dans un futur éventuellement plus éloigné encore. Le continent de Zotique, ainsi que Clark Ashton Smith lui-même l'avait indiqué à H.P. Lovecraft, est en fait la contrepartie dans le futur de sa propre Hyperborée. C'est le dernier continent d'une terre qui n'en a plus pour très longtemps. Littéralement une terre mourante, ce qui nous renvoie bien sûr au cycle plus tardif de Jack Vance, mais qui constitue au-delà un genre à part entière, où Smith avait quelques précurseurs, par exemple William Hope Hodgson qu'il appréciait beaucoup. Mais comme chez Vance, ce monde en fin de vie n'a en fait aucune attache avec le nôtre. Toute idée de progrès est bannie, les ruines de Zotique étant l'illustration éloquente de la vanité de ce concept. La rationalité scientifique est tout bonnement inconcevable dans pareil cadre, elle a disparu depuis des éternités, et la Terre, dans sa phase ultime, est devenue, comme chez Vance, un monde magique. Le ton, cela dit, est bien différent des bêtises picaresques de Kugel ou de la pompe amusante de Rialto. Non que l'humour soit totalement absent de Zotique, il y en a même régulièrement, mais le ton global est plutôt à la mélancolie, dans la contemplation dépressive des échos du passé et l'attente de la fin inéluctable. Enfin, Zotique relève à sa manière de l'horreur cosmique, car, bien que mettant en scène des hommes et des femmes ainsi que des civilisations, le cycle souligne à chaque instant que tout ceci est éphémère et n'a d'aucune importance, au point, a-t-on pu dire, de la misanthropie. Mais cela participe du succès du cycle. Pour Brian Stableford, ainsi, Zotique était le meilleur univers de Clark Ashton Smith, justement parce qu'il constituait l'antithèse d'Averroine, cycle bien plus humain et même terre-à-terre. C'est sans doute à débattre dans l'absolu, mais au sortir de ce premier tome, je rejoins volontiers cet avis. Cela ne signifie pas qu'Averroine soit mauvais, bien plutôt que Zotique est incroyablement brillant. Dans la même lettre citée plus haut, Smith expliquait à Lovecraft que le continent de Zotique se trouvait, ou se trouverait, au milieu de l'Atlantique Sud. Mais les indications géographiques manquent pour vraiment appréhender ce que représente cet ultime refuge de l'humanité. Smith lui-même n'en a jamais dressé de carte, mais plusieurs s'y sont essayés après lui.
Toutefois, ce qu'il semblerait, aucune de ces cartes n'est totalement convaincante, on y trouve toujours des contradictions par rapport au texte. Il est vrai que Smith n'était peut-être pas un acharné de la cohérence lui-même. Cela vaut bien sûr pour la carte qui nous est fournie dans cette belle édition sous forme de poster très joli, ainsi que dans la couverture intérieure de ce premier volume, où elle est hélas presque illisible en raison d'un choix de police plutôt fâcheux. Qu'importe la précision en l'espèce. Deux choses sont davantage importantes. D'une part, le flou temporel du cycle au-delà de son caractère ultime. Il pourrait aussi bien se répartir sur des milliers d'années, ce qui n'est pas forcément un paradoxe même dans le cadre d'une terre mourante. D'autre part, sa dimension exotique sur un mode orientalisant, qui doit beaucoup aux Mille et une nuits, à Vathek et à Dunsany donc, avec de splendides villes des plus baroques, mais pas moins destinées à finir en ruines dont personne ne se souviendra, ainsi que de nombreux déserts, abritant d'autant plus de tombes infestées de momies. Car Zotique est enfin l'occasion pour moi de trouver en littérature une figure notamment rôlistique que j'apprécie tout particulièrement, celle du nécromancien. Je m'explique. Même si, bien au-delà de la seule pratique divinatoire que l'étymologie semble indiquer, la nécromancie et les nécromanciens de la littérature de fantasy, pour ce que j'en avais lu jusqu'alors, incluant les plus grands auteurs, Tolkien au premier chef, ne correspondaient jamais vraiment à l'image du nécromancien à laquelle les jeux de rôle m'avaient habitué, sur table, Warhammer, Donjons et Dragons, notamment dans l'optique de Ravenloft, etc., ou informatique, éventuellement The Elder Scrolls, etc. Hors roman sous licence, qui ne compte donc pas vraiment, j'avais l'impression de ne trouver nulle part en littérature d'équivalent, ou même, supposais-je, de source correspondant à ce modèle du méchant sorcier un peu palichon et foncièrement mégalomane, qui, d'un claquement de doigts, fait jaillir des cimetières des régiments entiers de squelettes pour asservir la civilisation, ou autrement la détruire par jalousie. Quand Tolkien parle du nécromancien de Dol Guldur, non, ce n'est pas tout à fait ça. Quand Moorcock qualifie son pénible Elric de nécromancien, ce n'est pas du tout ça. En Sword and Sorcery, quelque chose pouvait vaguement s'en rapprocher, y compris chez Howard d'ailleurs, dont les sorciers systématiquement mégalomanes et corrompus avaient un peu de ça, mais sans que ce soit jamais tout à fait ça non plus. À la limite, le Kane de Karl Edward Wagner pourrait davantage coller. Mais d'où venaient donc ces nécromanciens qui m'ont toujours fasciné dans les jeux de rôle, les wargames, etc. Eh bien, peut-être de chez Clark Ashton Smith, et plus particulièrement Zotique. La nécromancie est un thème essentiel de cet univers qui survit littéralement sur les montagnes de cadavres des ères qui l'ont précédé. D'une manière ou d'une autre, cette pratique magique dévoyée et perverse, qui corrompt le présent au nom d'un passé déjà corrompu, figure dans chaque récit de Zotique ou peu s'en faut. Mais certains vont bien plus loin et de manière explicite. Par exemple, les nécromants de Nahat, ou l'île occidentale de Nahat, non loin du bord du monde, constituent un royaume des morts isolé, sous la coupe d'une famille de sorciers morbides. Mais c'est en fait la première nouvelle de Zotique qui est ici particulièrement éloquente, l'Empire des Nécromants. Dans ce texte, en effet, deux nécromanciens forcément mégalomanes ne se contentent pas de vivre dans leur utopie macabre, à cet égard guère différente de celle de Nahat, avec des milliers de morts qui seraient autant de domestiques, mais repoussent la volonté de puissance jusqu'au désir de conquête, lâchant leurs immenses et peu coûteux régiments de squelettes à l'assaut de la civilisation. Mais d'autres nouvelles ne sont pas si éloignées que cela de cette figure canonique. Le sombre Eidolon ou Xithra, d'une certaine manière, tandis que d'autres récits usent de la thématique morbide d'une manière sans doute différente, cependant liée, comme le dieu nécrophage. Et ça m'a beaucoup plu tout ça. La nécromancie, c'est le bien, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, je suis un Social Justice Necromancer de niveau 47. Alors, ceci c'était sans doute une marotte toute personnelle. Mais s'il est une idée qui traverse le cycle de manière bien plus significative, c'est sans doute celle de décadence. Une notion polysémique, ici je crois qu'il faut prendre en compte deux dimensions de la décadence. La première est historique et éventuellement prosaïque, Rise and Fall, mais ici on s'en tient à Fall. Zotique se situant tout au bout de la vaine course de la civilisation, c'est un univers qui ne cesse de proclamer son statut inférieur, au travers d'une contemplation obnubilée et névrotique du passé qui n'est plus, s'il a jamais été, et qui demeure de toute façon incompréhensible. Les ruines sont plus nombreuses que les vraies villes, et tout le monde sait que ces dernières ne dureront pas, à la différence près qu'elles ne seront jamais remplacées cette fois. Cette notion historique de la décadence, Clark Ashton Smith la revendiquait. Il disait même s'en régaler et y trouver une forme d'exutoire à ce qu'il présentait comme une haine de la modernité. Au point en fait où, à choisir un allié parmi les deux autres mousquetaires de Weird Tales, Smith aurait appelé Howard à l'aide et non Lovecraft. Il le dit dans une lettre à Robert H. Barlow, avançant même qu'il aurait adoré se réunir avec le créateur de Conan pour conspuer la civilisation avec lui, et contre le gentleman de Providence le cas échéant. Il disait par ailleurs se sentir bien plus étranger et anachronique encore que ce dernier.
Mais la deuxième dimension de la décadence à mentionner ici est artistique, notamment littéraire, mais pas uniquement. Smith raffolait des auteurs dits décadents ou décadentistes français, également dits fin de siècle, le 19e en l'espèce, mouvement qu'il faisait cependant partir de Baudelaire ou éventuellement du Flaubert de la Tentation de Saint-Antoine, mais dont le livre emblème serait probablement À rebours de Joris Carl-Humann. Un mouvement essentiellement français, il ne serait anglais qu'ultérieurement. Je suppose qu'aux États-Unis, le Chambers du Roi en jaune pourrait s'inscrire dans cette filiation, mais notamment au travers de nouvelles françaises. Même s'il avait, à n'en pas douter, des précurseurs outre-Manche et outre-Atlantique. Poe, comme de bien entendu, mais sans doute aussi les auteurs gothiques de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, et on retrouve ici Vathek. En France, à sa manière excessive, Sade me paraît pouvoir être associé à cette notion originelle du roman noir. Le mouvement décadent, dans cette continuité éventuelle, passait peut-être avant tout par la mise en avant de thèmes ô combien scabreux, et Zotique a à cet égard quelque chose d'un bingo du décadentisme. L'ennui, la perversion sexuelle, les femmes fatales, la sorcellerie, la lascivité, le sadisme, l'hédonisme qui pousse jusqu'à l'horreur, tout ceci bien sûr dans le contexte global d'une décadence au sens historique, renforçant l'outrance des thèmes. Mais il s'agit aussi d'y mettre de la couleur, via un style exubérant, chatoyant, celui des Mille et une nuits, mais aussi du Saint-Antoine de Flaubert, celui du Pegana de Dunsany, etc. Exactement les envies de Smith. Et ça lui a réussi. Or c'est là une approche souvent périlleuse. Le genre est paraissant sur la corde raide entre le sublime et le ridicule, entre le bon grotesque et le mauvais grotesque. Non, ceci n'est pas un sketch des inconnus. Nombre d'auteurs s'y sont cassés les dents et, aurais-je envie de dire, Lovecraft parmi eux, qui a eu une brève période décadente, globalement guère convaincante, même s'il y infusait, le cas échéant, un humour presque salvateur. Le molosse, l'indicible, ce genre de choses. Je suppose que je suis d'ailleurs pourrait constituer une exception ici, sur un mode autrement sérieux et d'autant plus périlleux. Mais Clark Ashton Smith s'est semble-t-il régalé à composer les textes de Zotique, et le lecteur de s'en régaler à son tour. Zotique est le plus vaste cycle de Clark Ashton Smith. Il est composé de 16 nouvelles, un poème, une pièce de théâtre en un acte et, pour les plus acharnés, 4 fragments et synopsis, en fait parfois tellement restreint que cette qualification est quelque chose d'un peu absurde. Sauf erreur, les nouvelles sont présentées dans l'ordre de composition, mais précédées par le poème, en fait le texte le plus tardif, et suivies par la pièce et les fragments. Quelques mots à propos de tout ceci, et attention, à l'occasion, je vais livrer quelques spoilers. Une note en passant, pour tous ces textes dans la chronique du blog, je donne aussi le titre original et l'année de parution. Je ne vais pas m'en embarrasser ici pour cette vidéo, donc voilà. Le cycle s'ouvre sur un poème sobrement intitulé Zotique, mais ne pas s'y tromper, c'est donc le texte le plus tardif de l'ensemble, puisqu'il date de 1951, soit 15 à 20 ans après la composition de la plupart des nouvelles de Zotique. Plus loin et dans les mêmes conditions, nous trouverons un poème du nom d'Averroigne, là encore daté de 1951. Je suppose donc que les deux ont été écrits afin d'introduire les cycles lors de leur compilation. Le poème, très bonne idée, est donné en bilingue. Il offre un aperçu bienvenu de la puissance d'évocation du barde d'Auburn, dans un style porté sur la scansion, mais aussi, supposais-je, de la qualité de la traduction de Julien Bétan, de bon augure pour la suite. En tant que tel, il constitue une introduction idéale. L'Empire des Nécromants, régulièrement cité comme faisant partie des meilleurs récits de Clark Ashton Smith, inaugure le cycle de Zotique en fanfare, en disposant un certain nombre de thèmes essentiels, dont bien sûr celui de la nécromancie. Comme dit plus haut, ce texte extrêmement macabre constitue la plus forte représentation littéraire du nécromancien suscitant ses hordes de squelettes pour anéantir la civilisation que j'ai jamais lue hors jeu de rôle. Au-delà, l'emphase du texte est un bel à-propos qui parvient à concilier cette approche morbide avec le chatoiement d'une plume colorée autant que puissante, pour un résultat qui séduit d'emblée et ne cesse de convaincre encore davantage par la suite, jusque dans ses ultimes traits de fable, où, même de manière tordue, la morale semble enfin l'emporter, au moins temporairement, car ce texte a une dimension cosmique tout à fait appréciable. L'île des tortionnaires, ensuite, s'inscrit sans doute dans la continuité du récit précédent, formellement du moins, mais raconte pourtant une toute autre histoire. Et si l'on tient à tout prix à juger la conclusion morale, c'est au prix de circonvolutions tortueuses et d'une cruelle ironie. Le récit s'ouvre sur une épidémie foudroyante qui anéantit tout un royaume en quelques heures à peine. Le roi seul ou presque parvient à y échapper grâce à l'intervention de son vieux et fidèle compagnon sorcier. On trouve plusieurs figures positives de sorciers dans Zotique, et étrangement ou pas dans Averroigne également. Les guillemets s'imposent peut-être par précaution, mais disons du moins que les sorciers smithiens ne sont pas aussi unilatéralement mauvais et corrompus que ceux de Robert Howard. Le roi tente de fuir la ville décimée en compagnie des 3 de ses esclaves à avoir survécu, mais leur bateau dérive bien trop à l'est sur une île maudite dont les habitants sont notoirement des tortionnaires.
et ils usent de mille stratagèmes pour susciter des naufrages et exercer leur talent sordide sur les survivants. Seule une femme semble se montrer bonne pour le roi malmené, mais le lecteur sait très bien ce qu'il en est. Sans doute sait-il aussi comment la nouvelle va s'achever, dans la plus cinglante ironie donc, mais peu importe, ça fonctionne très bien. Le récit s'avère délicieusement sadien et aussi outrancier dans le fond qu'élégant dans la forme, une vraie réussite là encore. Le dieu nécrophage est peut-être une nouvelle un peu plus convenue que les deux précédentes, notamment en ce qu'elle fait figurer un personnage que l'on peut juger héroïque jusqu'à un happy end. Mais son ambiance joliment macabre la préserve de la banalité, c'est peu dire. Notre héros, puisqu'il y en a un, est un homme de passage dans la ville de Zulbasaïr, qui voit sa compagne inanimée être emmenée au temple du dieu ghoul Mordigyan, qui a plus ou moins intégré le mythe de Cthulhu, notamment sauf erreur dans les déclinaisons holistiques des contrées du rêve, car telle est la loi. Mais le voyageur sait que sa compagne n'est en fait pas morte, seulement la victime d'une affliction qui la plonge temporairement dans une catatonie à la semblance de la mort. Il décide donc, héroïque vous dis-je, de pénétrer dans le temple interdit et de braver le dieu et ses prêtres, qui pourraient bien être des ghouls également. Mais sur place, il fait la rencontre d'autres visiteurs du temple, un nécromancien et ses deux assistants, qui entendent voler le cadavre d'une princesse au mépris du vieil accord conclu entre le sorcier et les prêtres. L'intervention de ces derniers, mais aussi du dieu nécrophage en personne, permettra enfin de faire le tri des vivants et des morts, ainsi que des coupables et des innocents. L'ambiance est pour beaucoup dans la réussite de ce conte très efficace, et cette ambiance doit énormément à la très belle plume de Clark Ashton Smith. Le Sombre Eidolon est à nouveau un récit jugé comme faisant partie des meilleurs de l'auteur. Le résumé ne ferait guère de sens. L'histoire est somme toute très simple, qui narre un affrontement démesuré entre un roi odieusement corrompu et un sorcier parti de rien et violemment rancunier. L'intérêt est ailleurs dans la dimension ample et même spectaculaire du récit, notamment dans les cauchemars hallucinés et les illusions proprement surréalistes que suscite le nécromancien. En fait, Clark Ashton Smith lui-même qualifiait cette nouvelle de cinématographique, et à bon droit car elle relève d'une certaine manière de l'imagier macabre et non moins baroque. En croire Donald Cinefire dans The Sorcerer Departs, il y avait d'ailleurs eu à l'époque un projet d'adaptation. Sérieux ? J'ai du mal à le croire, mais il se félicite de ce qu'il n'est pas abouti. Le risque était trop grand de ne pas se montrer à la hauteur de la nouvelle, totalement démesurée. On notera enfin que, ainsi que S.T. Joshi en fait la remarque dans sa postface, que la nouvelle évoque le retour des anciens dieux de l'Hyperborée, de Mu et de Poséidonis, soit l'ultime écho de l'Atlantide chez Smith, ce qui contribue à la fois à développer comme un hypercycle smithien, associant divers univers dans une même logique globale, et à rapprocher dans ces thématiques la nouvelle, sinon l'univers, de la manière Lovecraftienne. Toutefois, comme dit plus haut, ces anciens dieux ne sont pas forcément tractouliens, et s'il en est un qui tire son épingle du jeu, c'est sans doute le méphistophélique Tassaïdon, auquel on fera souvent référence, voire plus, dans les nouvelles ultérieures du cycle. Le voyage du roi Voran est une nouvelle à part dans le cycle de Zotique, et dont l'appartenance ou pas au dit cycle est en fait au choix problématique ou éloquente. Sa complexe histoire éditoriale est d'ailleurs rapportée en note de bas de page exceptionnellement, il y en a guère d'autres exemples dans l'ensemble du volume, si ce n'est pour préciser telle ou telle référence à l'occasion. Si l'on en croit S.T. Joshi, ce texte aurait d'abord été envisagé dans le contexte de l'Hyperborée. Ensuite, Smith aurait finalement décidé de l'intégrer à Zotique en usant d'un lexique approprié. Pour l'ambiance, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir pourtant. Mais ce texte a été refusé par Farnsworth Wright et sa publication dans Weird Tales n'aurait lieu que bien plus tard, dans une forme abrégée et, par ailleurs, expurgée de toute référence à Zotique, sous le titre The Quest for the Gazelbar. Mais c'est bien le texte complet, intégré tant bien que mal dans Zotique, que nous pouvons lire ici, le texte tel qu'il avait été souhaité par Clark Ashton Smith. Mais même ainsi, ce récit détonne franchement dans le cycle, de par son caractère assez clairement parodique. Son héros, le roi Voran donc, est d'ailleurs un personnage franchement stupide, ridicule et haïssable. D'autres despotes de Zotique pourraient sans doute prétendre à ces trois qualificatifs, mais leur conjonction dans un même récit d'une plume davantage badine que d'habitude, dont nous aurons encore quelques exemples par la suite, cela dit, tire le récit vers la farce. Le dit roi devient peut-être le plus grand explorateur de son temps, mais pour le plus futile des motifs, remettre la main sur l'oiseau rare qui ornait sa couronne avant qu'un nécromancien hostile ne lui redonne vie. Œuvrant et ses hommes se lancent donc dans une exploration systématique des îles situées à l'est du continent de Zotique, longue quête qui leur fait affronter bien des dangers, dont la découverte d'une civilisation d'oiseaux n'est pas le moindre, car les 10 oiseaux gardent les hommes en cage et pratiquent la taxidermie sur leurs cadavres, comme de juste. Ce qui ne marquera pourtant pas la fin des aventures du roi Voran, dont l'édification tardive nécessitera encore quelques déboires. S.T. Joshi trouve la morale de ce texte amère, mais l'ensemble m'a paru avant tout amusant, en dépit d'une fin qui m'a laissé un peu froid. La farce fonctionne sur la majeure partie de la nouvelle,
notamment parce que la plume de Gazolba de Smith fait des miracles en se montrant riche à l'excès et pourtant toujours à propos. Le niveau baisse un peu, ai-je le sentiment, avec le tisseur dans la tombe, nouvelle qui ne manque cependant pas d'atouts et dont l'ambiance est toujours aussi réussie, mais qui me fait un peu l'effet d'être un de ces récits de Zotique dans lesquels l'auteur succombe vaguement à la formule. On nous décrit quelques bons hommes qui, pour une mauvaise raison ou une autre, doivent pénétrer dans une tombe que l'on aurait mieux fait d'oublier. Les 10 bons hommes discutent des légendes qui s'y rapportent, ils s'y rendent néanmoins, et ils font forcément une sale rencontre, pire encore que ce à quoi ils s'attendaient eu égard au racontard, et ça se passe mal pour eux. Il y a pourtant une relative originalité qui évite à la nouvelle de trop sombrer dans la médiocrité, à savoir son recyclage sous une forme abstraite du principe vampirique. Pour rester Joshi, le tisseur est la plus étrange créature de tout Zotique. C'est possible, même si les hybrides entre plantes et organes humains dans le jardin d'Ampha s'en tirent tout de même plus qu'honorablement. C'est aussi sans surprise la nouvelle qui évoque le plus Lovecraft, et par exemple la couleur tombée du ciel. D'où de belles images et quelques moments forts, mais à mon sens rien de vraiment impérissable, si j'ose dire. On retrouve hélas aussitôt cette même impression de formule dans la nouvelle suivante, Le fruit de la tombe, qui pour le coup sonne d'autant plus comme une redite. En fait, de vieilles légendes, les voyageurs discutent plutôt ici d'une prophétie, ce qui ne change pas forcément grand-chose à la suite. La véritable originalité, encore que très relative, du fruit de la tombe, c'est l'affrontement contre des créatures sauvages en extérieur et dans le désert qui précède l'excursion dans la tombe. Jusqu'ici cela fonctionnait assez bien, mais la formule devient trop voyante ensuite pour véritablement convaincre. On revient à quelque chose de plus enthousiasmant, et en tout cas plus personnel, avec Les Charmes du Lua, nouvelle qui délaisse la formule pulp pour revenir à l'essence même du décadentisme de Zotique, et avec une dimension érotique très marquée, qui aura de nouveau l'occasion de se signaler par la suite. Farnsworth Wright en avait d'ailleurs rejeté la première version au motif qu'il s'agissait d'une pure histoire de sexe, je cite. Lequel Joshi le mentionne, et il mentionne aussi ce texte comme illustrant la tension entre Eros et Thanatos si fréquente dans les nouvelles de Clark Ashton. Le jeune héros fait tout pour ne pas succomber à la tentation. Pour Scott Connors d'ailleurs, la nouvelle peut globalement être envisagée comme une variation sur la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Cela implique notamment de faire appel à un parent qui est un puissant sorcier, sans être maléfique pour autant, une nouvelle fois. Mais le récit convainc surtout, s'il convainc, pour son ambiance, et donc car ces deux dimensions sont toujours liées, pour sa plume très chatoyante mais toujours à propos. Cependant, avec Xitra, le niveau regrimpe sacrément, jusqu'à atteindre de nouveaux sommets. La critique est unanime, et je m'y associe sans peine, c'est une des meilleures nouvelles de Zotique, et plus largement de ce premier tome de l'intégrale. Je ne serais pas surpris qu'il soit un des meilleurs récits de Clark Ashton Smith de manière générale. Xitra est un berger orphelin, sans cesse brimé par l'oncle qui est supposé l'élever, mais qui l'exploite plus qu'autre chose. Le jeune berger s'égare dans une vallée perdue où il croque un fruit de la teneur de celui du jardin d'Éden, ce qui lui vaut d'être maudit par un dieu comme de juste, en l'espèce ce Tassaïdon que nous avons déjà croisé et que nous recroiserons. Dès lors le berger est submergé par les souvenirs d'une autre personne, un certain Améro, qui fut le roi d'une lointaine contrée il y a plus de 1000 ans de cela, bon moyen au passage de témoigner de l'ampleur temporelle des récits de Zotique, fin du monde ou pas. Xitra, ou peut-être Améro, n'a dès lors plus le choix. Il lui faut regagner son royaume de Calise et sa capitale de Chataïr. Un long périple sous les quolibets des paysans qui prennent tous le jeune homme pour un fou, ce qu'il est bel et bien d'une certaine manière. Mais quand Xitra Améro gagne enfin les rues de Chataïr, c'est pour découvrir qu'elles ne sont plus que des ruines depuis fort longtemps, un environnement bien triste où ne vivent plus que des lépreux exilés du monde. Mais Tassaïdon, plus méphistophélique que jamais, extorque alors qu'au pauvre fou un pacte assurément faustien. Il exauce les vœux de sa victime, qui obtient la résurrection de la ville et du royaume, une entreprise finalement nécromantique à sa manière. S'ensuivent des années de bonheur et de prospérité, jusqu'à ce que des maux infinis se mettent à accabler le royaume tiré de l'oubli sur un mode proprement apocalyptique, tandis qu'Améro, qui n'y songeait plus depuis fort longtemps, succombe à des rêves étranges dans lesquels il n'est certes pas roi, mais rien de plus qu'un simple berger dans de lointaines montagnes. Son âme, simple ou double, est de toute façon perdue. C'est un texte absolument superbe, très fin dans le fond comme dans la forme. Sa douce mélancolie et son personnage central d'une complexité qui ne ressort pas forcément de ce résumé en font une des plus belles réussites de tout Zotique. Avec le dernier hiéroglyphe, on retrouve d'une certaine manière l'exception plus ou moins problématique du voyage du roi Ovoran, et pour les mêmes raisons, le ton est assez léger, cocasse, voire parodique. Nous y suivons en effet un astrologue minable, aux yeux de tous, y compris les siens, dont l'ultime prophétie, aussi folle soit-elle, s'avère bien plus plausible que d'habitude, quand des hiéroglyphes inconnus se mettent à se promener sur son thème astral.
En résulte un voyage éventuellement onirique, en tout cas non désiré, dont l'objet est bien de révéler par la drôlerie que même le plus mauvais des astrologues, parfois, peut voir juste, comme une horloge cassée indiquant 2 fois par jour la bonne heure. C'est amusant et ça déborde d'idées, pas au point d'être véritablement marquant. Avec les nécromants de Nat, on retourne à quelque chose de plus essentiel au cycle, et par ailleurs de tout à fait brillant, car la reprise du terme nécromantique n'exclut pas la surprise, tandis que le traitement de l'horreur s'y montre étonnamment explicite. Notre héros est un prince en quête de son adorée, disparue. Il prend le bateau pour gagner les côtes lointaines où il suppose qu'elle a dû être emmenée, mais à l'instar du roi de l'île des Tortionnaires, il dérive, bien trop à l'ouest cette fois, emporté par des courants traîtres menaçant de précipiter son navire dans le vide cosmique au-delà du bord du monde. Mais son destin est probablement plus redoutable encore, car il s'échoue en fait sur l'île de Nat. Là, il retrouve sa femme, naufragée elle aussi, mais elle est morte. Une coquille sans âme au service domestique d'une famille de nécromanciens dont les innombrables serviteurs sont des cadavres animés. L'île est sous la coupe d'un nécromancien incroyablement vieux, et son long règne agace ses fils, qui prendraient bien la relève. Aussi engage-t-il notre héros, perdu dans les tréfonds de la dépression, pour exaucer leurs vœux. En résultera un affrontement étonnamment graphique et d'autant plus terrible. La nouvelle est forte, oui, qui combine des tableaux éprouvants et crus, d'une violence étonnante, et une ambiance d'ensemble d'une noirceur pesante et même dépressive, notamment dans sa dimension amoureuse contrariée. C'est une des plus singulières nouvelles de Zotique au regard de l'association ambiguë d'Eros et de Thanatos, une vraie réussite. Les héros de la baignoire de Putum, ensuite, sont 2 guerriers, un archer et un lancier, qui accompagnent un eunuque dans une contrée lointaine. Le roi les a en effet chargés d'y trouver une jeune femme que l'on dit d'une beauté rare et de la lui ramener. Mais, sur le chemin du retour, les voyageurs succombent à la magie du désert, s'égarent et tombent sur un monastère. Là règne sans partage un fourbe abbé à la peau noire et un bien cruel personnage dont les paroles sont toujours un peu plus menaçantes. Mais nos fiers guerriers trouveront un soutien inespéré en la personne du véritable abbé de Putum, géniteur bien malgré lui, via un terrible succube, de l'imposteur littéralement démoniaque qui a pris le contrôle du monastère. La baignoire de Putum s'inscrit bien dans le cycle de Zotique, mais la remarque de St. Joshi est probablement assez juste, qui affirme que le récit aurait pu aussi bien se situer en Averroigne. Cette figure d'ecclésiastique corrompu n'aurait pas dépareillé aux côtés de saint Azédarac ou la bête d'Averroigne. Mais, de manière plus significative peut-être, c'est aussi et surtout un texte très connoté pulp, avec beaucoup d'action au premier plan, même si toujours épicé d'érotisme. S'il est un récit dans l'ensemble de Zotique qui louche sur l'héroïque fantasy autant que sur la Sword and Sorcery, c'est probablement celui-ci. Avec plus ou moins de réussite ? Globalement, ça fonctionne, même si la fin... correcte, mais pas transcendante, disons. La mort d'Ilalota délaisse aussitôt l'action débridée pour revenir à quelque chose de plus intrinsèque à Zotique, via un triangle amoureux d'essence morbide, dans un palais où la féminité omniprésente se traduit par une sexualité outrée. Hélas, ce n'est à mon sens pas vraiment une réussite. Ilalota, la dame d'honneur de la reine, vient de mourir. Revient alors au palais un noble passablement libertin, qui avait préféré s'éloigner quelque temps de la cour pour échapper à la passion dévorante mais inconstante de la reine sa maîtresse. Mais Ilalota avait été sa précédente compagne, qu'il aimait bien davantage. Sa mort le dévaste. Mais le cadavre, d'une manière ou d'une autre, semble lui donner rendez-vous à minuit dans sa tombe. Minuit, l'heure même où la reine exige qu'il la rejoigne dans ses quartiers. Mais la nouvelle m'a paru un peu faiblarde. La débauche d'érotisme orientalisant, le parfum de décadence qui perce sous la monstruosité physique ou morale, ne suffisent pas vraiment à singulariser la nouvelle, plus banale qu'autre chose malgré tout et vite oubliée. Le jardin d'Adam-Femme a davantage parlé, mais sans atteindre des sommets pour autant. L'ambiance et les images la sauvent sans vraiment susciter l'enthousiasme. Nous y voyons les fruits morbides de l'association entre un roi pervers et cruel et le nécromancien de sa cour, pas moins hideux. Ensemble, ils ont conçu un jardin des horreurs, où des organes humains sont greffés sur des plantes. Mais, comme souvent, pour des raisons plus ou moins compréhensibles, le roi trahit le sorcier sans devenir meilleur pour autant, et il n'échappera pas à la vengeance du nécromancien. Le style chatoyant de Zotique trouve ici un bien singulier contrepoint dans les belles et horribles images suscitées par le jardin démentiel. Mais l'idée aussi improbable qu'excellente de ce jardin ne change rien au fait que la trame est des plus banales, en fait un motif récurrent de Zotique. En l'état, cela ne suffit donc pas à en faire vraiment une bonne nouvelle. Peut-être pourrait-on dire la même chose en ce qui concerne le maître des crabes. L'histoire est en effet assez convenue, c'est finalement une sorte de chasse au trésor. Mais le genre de trésor qui suscite l'appétit de sorciers concurrents est tout aussi détestable l'un que l'autre, un savoir impie générateur de pouvoir. L'originalité de la nouvelle est d'ordre formel et consiste en l'emploi de la première personne, dont je crois que c'est le seul exemple dans Zotique.
Notre narrateur est un apprenti et la mise en avant de son point de vue change pas mal de choses, mine de rien. C'est toutefois plus ou moins convaincant. Il y a peut-être ici comme un manque de naturel. Là encore, la nouvelle suscite de belles images d'horreur, mais sans rien produire de transcendant. L'ultime nouvelle de Zotique, Mortilla, est très étrange. Nous y suivons un poète débauché qui s'ennuie à mourir au milieu même de sa débauche. Ses pulsions macabres l'amènent à visiter une nécropole voisine, dont la légende dit qu'elle est hantée par une lamie des temps anciens. En tomber amoureux serait fatal. Forcément, le poète rencontre bel et bien la lamie dans la nécropole et en tombe fou amoureux. Mais son destin funeste semble toujours repousser ce qui, d'une certaine manière, paraît le contrarier. Il découvre enfin la vérité. La femme de la nécropole n'a rien d'une lamie, elle est seulement une femme parfaitement humaine et qui partage les goûts macabres du poète. Une révélation qui déplaît singulièrement à ce dernier, leur union est impossible et chacun retourne à ses ruminations. La nouvelle du coup est monde secondaire mis à part, ne contient en fait pas le moindre élément surnaturel. C'est assez étrange, mais cela aurait peut-être pu là aussi se passer en Averroine. C'est probablement pas tout à fait satisfaisant aussi, risque à la toute fin de la nouvelle de conclure tout ça pour ça. Mais l'ambiance est belle et cette fin même problématique n'est pas sans force, étrangement. Reste un dernier récit achevé de Zotique et forcément à part, Des morts tu subiras l'adultère. Titre, pour le moins étrange et plus encore en anglais qu'en français j'ai l'impression. The Dead Will Cuckold You. Il s'agit d'une pièce de théâtre, oui, en un acte, composée de 6 scènes. Motif récurrent de Zotique, nous y voyons s'affronter deux formes de pouvoir, un roi et un nécromancien, tous deux guère recommandables. Mais avec une mention pour le roi, peut-être qu'il s'avère finalement bien pire que tous les sorciers. La pompe théâtrale s'accorde très bien à l'univers de Zotique. En outre, la pièce s'avère plus décadente que jamais, d'une manière assez joueuse en dépit de l'emphase des répliques et de la cruauté des scènes. Il en va de même pour leur contenu érotique marqué. Je note aussi la relation explicitement amoureuse entre le nécromant et son assistant noir. C'est cette romance, avec beaucoup de guillemets, inhabituelle, qui précipitera la vengeance du sorcier contre le roi. À mes yeux de non-théâtreux, certes, cela fonctionne très bien. Dans un souci d'exhaustivité, la compilation de Zotique se conclut sur 4 fragments et synopsis, mais qui n'intéresseront vraisemblablement que les Uber-fans portés à l'exégèse. Ce n'est certes pas un reproche. D'autant plus qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, au point d'ailleurs où ces qualificatifs de fragments et synopsis sont quelque chose d'un peu absurde. Le succube écarlate ainsi consiste en 5 lignes issues d'une lettre à Lion Sprague de Caen, se contentant de mentionner un simple projet de nouvelle, délibérément inspiré du succube dans les contes drôlatiques de Balzac. Le synopsis Les pieds de Sidaiva de même tient en 3 lignes et on ne peut rien en déduire. L'ennemi de Mandor, un fragment cette fois, ne passionne pas davantage. À tout prendre, ces quelques lignes semblent présager d'un texte dans le tout venant de Zotique, attaqué sans enthousiasme. Le fragment le plus long, Formes adamantines, est peut-être le plus instructif, mais par défaut, car il donne l'impression d'un faux départ. Le choix d'employer la première personne, comme dans Le Maître des Crabes, s'avère ici désastreux. La plume est d'une lourdeur étonnante, et on comprend que Smith ne s'y soit pas davantage attardé. Pour les fans hardcore, donc. Bon, nous passons maintenant au deuxième cycle, qui est celui d'Averroigne, qui n'a rien d'un monde dernier en dépit du titre global du volume. Alors comme pour Zotique, je vais me livrer à quelques généralités au préalable, avant d'envisager un par un les différents textes composant le cycle, sans trop de précision bibliographique. Averroigne est une province imaginaire de la France ancienne, que l'on dit souvent médiévale, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, si beaucoup de nouvelles se situent bel et bien au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas de toutes, et, outre celles qui ne font mention d'aucune date, certaines se situent même expressément dans un autre cadre temporel, notamment de manière significative la première nouvelle du cycle, La fin de l'histoire, qui prend place en 1789. Par ailleurs, dans la nouvelle Sainte Azédara, on effectue un voyage temporel jusqu'au Ve siècle, et un fragment évoque aussi l'Avéronia romaine. Je reviendrai sur ces différentes époques en traitant de chaque récit. Le nom d'Averroigne est visiblement dérivé des noms des provinces Auvergne et Aveyron, si Smith ne l'a jamais expressément expliqué et n'y a jamais mis les pieds. À cet égard, il a sans doute procédé ainsi que James Branch Cabell, dérivant son univers de Poitem des noms médiévaux de Poitiers et Angoulême. Poitem a sans doute eu une certaine influence sur Clark Ashton Smith créant son Averroigne. La précision géographique n'est de toute façon guère de mise. Si la fin de l'histoire, première nouvelle du cycle, est en fait un des premiers contes de Smith durant sa décennie de production frénétique de récits de fantasy, évoque les villes bien réelles de Tours et de Moulins, pas toutes proches en même temps, l'idée générale semble cependant être celle d'une province davantage méridionale. La carte d'Averroigne dans la couverture intérieure révèle surtout qu'il s'agit d'une région finalement guère étendue, ce qui participe de son caractère humain, voire terre-à-terre, délibérément. L'emphase de Zotique n'est guère à propos ici, et l'on ne parle pas d'un continent mais d'une simple province.
On y compte un seul centre urbain d'importance, Viosne, qui est un archevêché. Les autres villes de la carte sont visiblement bien plus réduites, probablement guère plus que des villages dans la plupart des cas. Touraine, Xime, pourtant un évêché, La Fresnaye et les Hiboux. On relèvera par contre l'importance de la présence monacale dans la région, avec, en dehors des villes qui peuvent également abriter semblables institutions, Viosne et Xime expressément, sauf erreur, le monastère d'Ilourgne, le couvent de Sainte-Zénobie et l'abbaye de Périgon. Il ne reste plus guère qu'à mentionner quelques ruines, celles du château de Fosse-Flamme et de la forteresse d'Ilourgne. Mais notons que cette carte, comme celle de Zotique, est plus ou moins fiable. À tout prendre, la situation de Viosne, ici au milieu de la forêt, et tant qu'à faire à quelque distance de la rivière Isoile qui parcourt la province de part en part, paraît assez peu probable, et d'autres points de détail ça et là sonnent tout aussi faux. Or c'est là qu'est l'essentiel. Dans la forêt qui recouvre presque entièrement la province d'Averroigne, une forêt d'une sinistre réputation, havre des sorcières et des loups-garous, entre autres monstruosités, guère catholiques. Y pénétrer n'est guère aisé et souvent dangereux. La forêt d'Averroigne, nous dit Stéphane Ziemanovics, incarne la facette la plus irrationnelle et primitive de la nature, perçue comme une menace, face à laquelle la rationalité, ici religieuse en fait, j'y reviendrai, est souvent désarmée. Clark Ashton Smith était probablement francophile, mais pas au point du réalisme historique, au moins initialement. Un Lovecraft autrement maniaque à ce propos, au sortir notamment de la lecture de Saint-Azédarac, nouvelle qui, rappelons-le, mentionne un certain Yog-Sothoth, avait signifié à Smith que son texte, même brillant, pâtissait cependant de certaines erreurs d'ordre historique qui avaient tendance à le sortir du récit. Par exemple l'évocation d'un français archaïque parlé au Ve siècle dans la région encore essentiellement gallo-romaine. Lovecraft avait donné quelques pistes à Smith, dont, si je ne m'abuse, le nom de la province romaine d'Averonia, et le barde d'Auburn en a pris bonne note, qui a fait davantage attention par la suite, et notamment revenu sur l'Averonia romaine, mais seulement dans un synopsis. En fait, la leçon tirée de cette critique a peut-être été d'un tout autre ordre, en incitant Smith à bâtir des mondes plus amples, mais aussi parfaitement cohérents, même quand ils étaient entièrement le fruit de son imagination. Les contes d'Averroigne, comme ceux de Zotique dans leur propre registre, ont une certaine unité thématique et formelle, même s'il me semble que l'on peut distinguer deux schémas d'ensemble, peut-être davantage successifs qu'alternatifs, même s'ils peuvent à l'occasion se combiner, ainsi peut-être dès la fin de l'histoire. Dans le premier de ces schémas, Smith met en scène des monstres classiques du folklore européen, essentiellement des vampires, le meilleur exemple étant probablement un rendez-vous en Averroigne, des loups-garous, etc. En face, ces héros sont souvent de jeunes hommes, plutôt éduqués et éventuellement portés à la poésie. Ces personnages sont tout particulièrement appropriés à la mise en scène de récits sentimentaux, souvent de ces triangles amoureux dont Zotique, plus tôt dans le volume, mais plus tard dans la biographie de l'auteur dans l'ensemble, n'était pas avare. Mais le second de ces schémas me paraît bien plus intéressant, qui revisite la sorcellerie médiévale, aussi bien de manière très prosaïque, par exemple dans les Mandragores ou la mer des crapauds, que de manière autrement spectaculaire, le colosse d'Ilourgne, avec éventuellement des connotations cthulhiennes, Saint-Azédarac ou, dans un tout autre registre, la bête d'Averroigne. Face à ces sorciers très variés, Smith met en scène des religieux imprégnés d'un catholicisme médiéval teinté de superstition et de fatalisme. D'une certaine manière, ces moines et ces prêtres incarnent pourtant la rationalité du temps, comme une alternative à la raison scientifique qui serait hors de propos dans ce monde encore primitif, où sommeillent à peine dans les bois obscurs les monstruosités païennes, d'un paganisme pouvant aussi bien renvoyer aux druides qu'à la culture gréco-romaine d'ailleurs. Mais ces religieux sont le plus souvent désarmés face à ce qu'ils perçoivent comme étant l'emprise diabolique sur la région. Leurs convictions sont dès lors régulièrement mises à l'épreuve. Parfois, triompher du mal dans une perspective eschatologique leur impose même de trahir leur credo en faisant appel à d'autres sorciers pour combattre la sorcellerie initiale. L'occasion, comme dans Zotique, de figurer des personnages de magiciens pas nécessairement mauvais. Le colosse d'Ilourgne et la bête d'Averroigne en sont les meilleurs exemples. Mais parfois c'est bien pire. En fait, le ver est dans le fruit. La meilleure illustration de ce principe, bien sûr, se trouve dans Saint-Azédarac, où le personnage titre est à la fois évêque et sorcier, prompt par ailleurs à décréter la mort de qui pourrait lui nuire en révélant ses petits secrets. Il n'en est pas moins béatifié quelques années après sa disparition. Rappelons ici qu'en croire à Stijoshi, Smith avait songé à faire d'Azédarac un personnage récurrent, au moins un synopsis en témoigne. Mais la corruption des prêtres peut prendre d'autres formes, sur un mode tragique, la bête d'Averroigne, ou badin, la Vénus exhumée. Et dans tous les cas, la rationalité censément positive des ecclésiastiques est battue en brèche pour être en définitive subordonnée à l'irrationalité qui les effraie tant, parfois temporairement vaincus, mais pas moins destinés à l'emporter à terme. Nos hommes d'église ont cependant un autre rôle dans nombre de ces récits. En effet, comme dans Zotique, encore qu'avec des implications tout autres, la sexualité joue un rôle non négligeable dans les récits d'Averroigne.
Mais la décadente zotique est sans doute bien différente de la catholique avéroigne, et les valeurs tentent donc à se renverser. À la sexualité débridée qui semble constituer la norme dans le dernier continent, il faut ici opposer une sexualité violemment réprimée par les prêtres. Dès lors, la condamnation morale implicite de la sexualité dans Zotique cède souvent la place à une perception autrement libérée, sinon libératrice, dans Avéroigne. Mais moins dans les tout premiers textes, pour le coup, avec leurs poètes amoureux, et le satire est assurément un contre-exemple. Nombre de nouvelles d'Avéroigne mettent donc en scène des hommes d'église qui pâlissent à la simple évocation du sexe. Ils imposent leurs préjugés répressifs à l'ensemble de la société, dont le rapport à la sexualité a dès lors quelque chose de névrotique. Le puritanisme, si j'ose employer cette expression anachronique, joue dès lors un rôle non négligeable dans les tourments des habitants d'Avéroigne et pas seulement de ses moines et prêtres. Mais le traitement varie. La religion répressive à l'égard du sexe joue parfois le rôle d'un outil d'ambiance, mais elle devient à l'occasion un thème central. Bien sûr, la Vénus exhumée est le meilleur exemple, un texte foncièrement grivois et méchamment railleur. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes, garder cette idée en tête peut faire sens. Notamment en ces multiples occasions où des jeunes gens laïcs ou religieux choisissent, plus ou moins librement, de tourner le dos à la foi et à ses préceptes oppressants pour embrasser, si j'ose dire, la vie. Et qu'importe si c'est en partageant la froide couche d'une lamie, c'est préférable à une parodie de vie consistant en autoflagellation, à la seule pensée pourtant moralement neutre de ce que l'homme est un corps autant qu'une âme. Le cycle d'Avéroigne est plus condensé que celui de Zotique, et passe souvent, même si pas toujours, il y a une exception de taille, par des récits plus courts. Outre le poème introductif, il compte 11 nouvelles, auxquelles les exégètes ajouteront 6 fragments et synopsis. Alors attention, je vais là encore à l'occasion livrer quelques spoilers. De même que Zotique, Avéroigne s'ouvre sur un poème sobrement titré Avéroigne et datant de 1951, date de compilation je suppose. J'avouerai que ce poème m'a bien moins parlé que Zotique, car bien moins évocateur, mais cela tient sans doute à l'ambiance toute différente. L'emphase appropriée au dernier continent l'est beaucoup moins dans le contexte plus terre-à-terre de la France fantasmée de Clark Ashton Smith. La première nouvelle du cycle s'intitule La fin de l'histoire. Publiée dans Weird Tales en mai 1930, elle est un des premiers contes issus de la plume de Smith dans sa décennie d'écriture de nouvelles. L'histoire se déroule en 1789, pas vraiment la France médiévale que l'on associe le plus souvent à Avéroigne. Autre spécificité au regard du cycle, c'est sauf erreur la seule nouvelle à mentionner des lieux authentiques à proximité de la province imaginaire, à savoir les villes de Tours et de Moulins, à quelque distance l'une de l'autre par ailleurs. Mais si elle use du schéma du jeune poète que l'on retrouvera un peu moins par la suite, la nouvelle n'en est pas moins typique d'Avéroigne selon un critère plus subtil, celui de la sexualité réprimée cherchant à se libérer. Rien d'étonnant dès lors à ce que des hommes d'église figurent déjà dans ce premier texte. Nous y suivons un jeune étudiant qui fait une halte à l'abbaye de Périgon. Il s'entend bien avec le très aimable supérieur qui lui ouvre même les portes de la très riche bibliothèque du monastère. Mauvaise idée, car cela attire l'attention du jeune homme sur un manuscrit qu'il ne faut pas lire. Faisant fi des interdictions du religieux, le jeune homme lit le document interdit qui porte sur une légende se rapportant aux ruines du château de Fausse-Flamme, toute proche. Emporté par ses pulsions, l'étudiant se rend sur place et tombe amoureux de la lamie qui y vit dans une atmosphère très grecque, autre très récurrent du cycle. Le courageux abbé l'en délivre, mais en vain. L'étudiant consigne son récit, la nouvelle, à la première personne donc, et retourne aussitôt auprès de sa diabolique maîtresse. L'histoire au fond ne brille pas par l'originalité. Scott Connors dans sa préface note qu'elle doit sans doute beaucoup à la morte amoureuse de Théophile Gautier, fameuse variation sur le thème du vampire, qui reviendra par la suite notamment dans Un rendez-vous en Avéroigne. Mais l'ambiance très travaillée du conte de Smith le rend appréciable. Parmi les nouvelles qui suivent, plusieurs ne tiennent à vrai dire guère qu'à l'ambiance. À mon sens, le contenu véritable d'Avéroigne ne se révèle qu'à partir de Saint-Azé d'Arac, disons. Mais la conclusion, ici, annonce déjà quelque peu ce qui viendra par la suite et le résultat est satisfaisant. Je n'en dirai pas autant du Satire, très courte nouvelle, figurant à nouveau un héros jeune poète et où le triangle amoureux se teinte sans ambiguïté d'adultère. Au fond, il n'y a guère d'histoire ici. Une promenade en amoureux dans les bois dégénère quand survient un satyre, dont je suppose qu'il a pour fonction de pousser à la faute les tourtereaux s'ils en avaient besoin. Le noble cocu les trouve et les tue. Fin. Limite un poème en prose, mais vraiment pas des plus satisfaisants, et où le cadre d'Avéroigne finalement n'a guère d'importance. C'est peut-être le seul texte de ce premier tome à m'avoir paru mauvais, en fait. On revient à quelque chose de plus intéressant avec Un rendez-vous en Avéroigne, nouvelle qui s'inscrit dans la continuité des deux précédentes, mais avec une ambiance du niveau de la fin de l'histoire, heureusement.
À nouveau des jeunes gens dont l'homme est dit Trouvert, qui ont l'idée saugrenue de se fixer un rendez-vous dans cette forêt d'Averroigne pourtant notoirement mal fréquentée. Accompagnés de leurs serviteurs, ils sont tous victimes des illusions suscitées par un vieux couple de vampires, de répugnants personnages morts depuis des siècles, et qui les emprisonnent dans leur château halluciné. Car le héros sait très bien que ce château est en ruine et depuis fort longtemps, ce qui lui permet de comprendre la nature de leurs hôtes et de mettre fin à leurs maléfices sans vraie difficulté. Et concernant ce dernier point, la nouvelle est bien terne. Pourtant, globalement, elle fonctionne. Une histoire d'ambiance, encore une fois. À tout prendre, c'est une variation intéressante sur le thème du vampire, jamais aussi explicite dans le reste d'Averroigne, et sans doute faut-il relever cette idée d'un espace illusoire dans la forêt, qu'il s'agisse d'une pure hallucination comme ici, d'un retour dans le passé comme dans Saint-Azédarac, ou d'une sorte d'univers parallèle comme dans l'Enchanteresse de Scyllaire, un procédé assez typique du cycle et qui participe de l'ambiance inquiétante et aliénante associée à la forêt d'Averroigne. Le faiseur de gargouilles, à mes yeux, a peut-être quelque chose d'un récit de transition. En dépit de quelques liens que j'ai déjà pu relever, les contes antérieurs et postérieurs à celui-ci sont finalement très différents, et la présente nouvelle constitue bien un entre-deux. Nous sommes en 1138. Un sculpteur de génie a livré 2 extraordinaires gargouilles pour la cathédrale récemment achevée de Vienne. Elles sont à vrai dire tellement impressionnantes qu'on prétend qu'il a pactisé avec Satan en échange du talent nécessaire pour les sculpter. Ce n'est pas du tout le cas, mais les gargouilles prennent pourtant vie et sèment la terreur dans la ville. L'une tue les hommes, tandis que l'autre, au trait de satire, s'en prend aux femmes. Or notre sculpteur est malheureux en amour, la fille de ses rêves ne lui accordant pas la moindre attention, et il n'en est que plus jaloux des hommes qui s'attirent ses faveurs sans même avoir à bouger le petit doigt. Cela en fait-il un mauvais bougre? Non, et encore moins un assassin. Il est le premier horrifié à voir les statues qu'il avait réalisées avec tant de soin prendre incroyablement vie pour massacrer son adoré et ses admirateurs. À lui de mettre un terme au maléfice, dont il n'avait pas le moins du monde conscience d'y avoir été pour quelque chose du seul fait de son art admirable. Une réussite. L'histoire est pesante, mais avec à propos, tout particulièrement quand nous suivons les pensées morbides et jalouses de notre sculpteur ruminant dans la taverne, au spectacle de son aimé gloussant pour quelque rival de l'heure. Cela fonctionne très bien. Là encore, l'ambiance est admirable. Mais c'est seulement ensuite, à mon sens, que l'on attaque les choses sérieuses avec Saint-Azédarac, une excellente nouvelle, souvent citée parmi les meilleures de l'auteur. Elle est datée dans le contexte d'Averroigne, elle se situe au XIIe siècle, puis au Ve, puis au début du XIIIe, car des voyages dans le temps sont de la partie. Azédarac, l'évêque de Xime, a un passé douteux. L'ecclésiastique est en fait un sorcier qui a connu plusieurs vies et rend culte à des dieux étranges. La preuve de sa turpitude, le livre d'Aibon, sur lequel frère Ambroise, dépêché par l'archevêque pour enquêter sur le prélat, a mis la main. Il lui faut le ramener à Vienne, c'est la preuve qu'il leur fallait. Las, Azédarac sait ce qui s'est produit et compte bien se débarrasser du jeune homme avant qu'il ne soit trop tard. Via un sbire, il fait boire au moine un poison qui le projette en l'an 475. Là, le jeune homme manque périr aux mains de druides et de leurs démons, mais est finalement sauvé par une enchanteresse dont il tombe éperdument amoureux, vœu de chasteté ou pas. Il pêche avec elle. La dite enchanteresse lui explique savoir qui est Azédarac et que c'est un sorcier. En fait, c'était son ancien amant. Mais elle a volé 2 de ses filtres permettant le voyage dans le temps, l'un pour aller dans le futur, l'autre pour aller dans le passé. Torturé par le sens du devoir, censé surpasser son amour, Ambroise use du filtre du futur pour achever sa mission. Mais la potion est mal dosée, et il arrive près d'un siècle plus tard. Là, il apprend, consterné, qu'Azédarac, le sorcier, n'a jamais été inquiété par les autorités ecclésiastiques, mais, bien au contraire, a acquis la réputation d'un saint. Ambroise, constatant l'échec de sa mission, ne tergiverse guère. Il boit aussitôt le filtre du passé, afin de retourner vivre heureux auprès de l'enchanteresse. Bien sûr, celle-ci avait délibérément mal dosé le filtre du futur pour s'assurer que son moine adoré lui revienne. C'est une très bonne nouvelle, qui mêle des registres apparemment incompatibles avec une grande astuce et sans jamais nuire à la cohérence d'ensemble, ainsi de l'humour et de la peur, de l'élégance et de la farce. Sa chute narquoise est parfaitement réjouissante, mais le complot temporel improbable d'Azédarac l'est tout autant. Et que dire alors de sa réputation de sainteté? S'il faut en croire à Steve Joshi, Smith avait eu l'intention d'user à plusieurs reprises de ce personnage. Ça n'a semble-t-il pas été le cas, au-delà d'un synopsis s'est laissé en l'état, et j'avoue que je le regrette un peu. Si ces autres textes s'étaient avérés aussi bons... Car, dans son registre léger, mais peut-être parfois faussement léger, Saint-Azédarac est admirable d'efficacité, et la dimension semi-Lovecraftienne du récit, sur un mode à la limite très ténu de la parodie, a achevé de me séduire. Le Colosse d'Ilourgne est également une réussite marquée, mais dans un tout autre genre. Cette longue nouvelle, de très loin la plus longue d'Averroigne en fait, et aussi de l'ensemble du recueil, sauf erreur,
se situe d'une certaine manière à l'intersection d'Averroine et de Zotique, car elle associe au thème religieux sorcier du premier univers la démesure nécromantique du second. En effet, un abject et hideux nécromancien, là encore, entend se venger des hommes, et plus particulièrement des religieux, qui lui ennuient, en déchaînant sur la province d'Averroine le chaos de la guerre et du pillage. Mais, à la différence des nécromanciens de Zotique, il ne s'en tient pas à la constitution de régiments de morts-vivants. Il amalgame les cadavres sous la forme d'un véritable colosse, par essence indestructible. Une idée totalement grotesque, mais dans le bon sens du terme, ça fonctionne très bien. Reste que, pour s'opposer à ce maléfice hors norme, l'Église est désarmée. Elle n'a pas d'autre recours, il lui faut combattre le mal par le mal, le sorcier par le sorcier. Aussi fait-elle reposer ses espoirs sur un ancien disciple du maudit nécromancien en échange de sa mansuétude, une idée qui reviendra encore à plusieurs reprises dans le cycle. À l'instar du sombre Eidolon, c'est là une nouvelle très graphique, pour ne pas dire cinématographique. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, Donald Sidney dans The Sorcerer Departs nous explique que cette nouvelle également avait débouché sur un projet d'adaptation, ce qui me paraît toujours aussi invraisemblable. Enfin, si c'est vrai, ça n'a encore pas abouti. Ouf. Reste que cette démesure, pas habituelle dans le cadre d'Averroine, se montre très efficace. La nouvelle marque et convainc. À l'outrance du colosse d'Ilourgne succède un récit autrement intime et posé, les mandragores, ou l'autre versant du traitement de la sorcellerie en Averroine. Dans ce conte situé au XVe siècle, les sorciers ne déchaînent pas les maléfices infernaux dans un avant-goût de l'apocalypse, mais bien plus prosaïquement confectionnent des filtres et potions que les paysans du coin n'ont guère de scrupules à se procurer, même en pestant pour la forme contre le couple satanique qui les leur vend. Mais la femme disparaît. Partie en voyage ? On se doute que non, et qu'elle saura obtenir sa vengeance de son assassin d'époux, sur un mode pourtant très discret, à la mesure des activités quotidiennes du couple. Une histoire très banale, on revient à ces récits qui ne fonctionnent guère que sur l'ambiance. Celle-ci est irréprochable, cette sorcellerie très terre à terre est très joliment rendue. Et le texte fonctionne, mais sans véritablement emballer. Mais avec la bête d'Averroine, on retrouve les sommets de Saint-Azédarac et du colosse d'Ilourgne, mais encore dans un registre différent. Dans cette nouvelle située en 1369, Smith s'inspire probablement de la bête du Gévaudan, mais relookée à sa sauce extraterrestre, qui n'est pas sans évoquer celle de Lovecraft et plus particulièrement de la couleur tombée du ciel. Une originalité bienvenue qui s'accompagne d'une autre, formelle, sur un mode plus ou moins épistolaire. S'enchaînent une déposition, une lettre et une histoire qui est en fait une autre sorte de déposition. Du coup, plus ou moins exceptionnellement, la nouvelle est à la première personne, sauf qu'il y a en fait 3 narrateurs que tout oppose. Et c'est un dispositif très bien pensé qui contribue à l'intérêt de la nouvelle, presque paradoxalement parce qu'il nous donne très vite la clé de l'affaire. Le lecteur n'est certainement pas surpris par l'identité du coupable, pour parler à la policière. Ce n'est pas le moins du monde un problème, ceci dit, car cela offre un autre regard sur les événements subtilement décalés. L'ambiance du coup n'en est que plus remarquable, et les résultats d'une admirable efficacité, d'une admirable pertinence, notamment là encore dans son usage de la sorcellerie contre la sorcellerie au milieu d'ecclésiastiques dépassés par les événements. Suivent 2 textes très étranges, où la thématique de la sexualité réprimée est plus frontale que jamais, et dans une perspective plus grivoise qu'érotique. La Vénus exhumée, dont Smith reconnaissait sans souci qu'elle s'inspirait de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, n'a peu ou prou rien à voir avec les autres textes du cycle. Même si Saint-Azédarac notamment ne manquait pas d'humour, l'approche est ici radicalement différente, qui louche sur la grosse farce narquoise et largement parodique. En même temps, son insertion dans le contexte d'Averroine, qui n'a au fond rien d'un prérequis, tient à cette mise en scène de saints hommes désemparés devant la simple allusion au sexe. En effet, dans ce conte situé vers 1550, des moines découvrent une vieille statue de Vénus dans leur potager, et ces formes nécessairement voluptueuses suffisent à les rendre littéralement fous de désir. C'est fâcheux. La nouvelle en fait se passerait très bien de toute dimension surnaturelle, mais Smith a dû beaucoup s'amuser à décrire le triste sort de ce moine forcément plus vertueux que les autres, qui meurt écrasé sous les seins gigantesques de la sculpture. Oui, c'est une grosse blague grivoise et méchamment sardonique. Le pauvre Farnsworth Wright en a été tout bonnement scandalisé lors de la première soumission Power Tales. C'est amusant, mais on avouera sans peine que cela n'a rien d'extraordinaire. La mère des crapauds opère dans un registre pas si éloigné, mais en remettant la sorcellerie en avant, la sorcellerie prosaïque du couple des mandragores. Ici, l'apprenti d'un apothicaire est contraint et forcé de commercer avec une hideuse vieille sorcière aux allures de crapaud, et la vieille grenouille ne cesse de le taquiner en lui faisant de l'œil, au point où cela devient plus qu'embarrassant. Notre jeune homme farouche fuit dans la brume, mais il s'y perd bien vite car elle n'a rien de naturel, et des hordes de crapauds le rabattent sans cesse sur la chaumière maudite de leur mère. Le destin du jeune homme, eh bien, lui aussi périt écrasé sous la volumineuse poitrine de son amoureuse.
Là encore une mauvaise blague, oui, mais plus étrange encore que la Vénus exhumée, peut-être. Smith avait, semble-t-il, conçu ce texte comme un spicy, soit un de ces récits destinés à un sous-marché passablement commercial des pulps, où l'érotisme épissait des histoires très diverses. Ici, pourtant, l'érotisme... Quoi qu'il en soit, le conte n'a pas été publié dans un spicy, mais bien comme d'hab dans Weird Tales. Sauf erreur, Wright l'avait là encore rejeté, scandalisé, mais le récit a finalement intégré les pages de la revue dans une version expurgée. Bizarrement, ce conte passablement mineur a été adapté au cinéma dans le film à sketch The Theatre Bizarre de Richard Stanley. Aucune idée de ce que ça peut donner, j'ai un peu peur. Ultime nouvelle d'Averroigne, l'enchanteresse de Scylla, d'une certaine manière, boucle la boucle. L'érotisme est toujours de la partie, mais sur un mode plus classique que dans les deux nouvelles précédentes, un mode qui en même temps fait écho à plusieurs contes du cycle, dont La fin de l'histoire et Saint-Azé d'Arac, surtout un peu moins Un rendez-vous en Averroigne. Un jeune homme rejeté par une jolie femme se fait ermite dans la forêt d'Averroigne afin d'y cultiver son chagrin pendant des mois. Mais il y rencontre une enchanteresse qui le séduit et le conduit dans une sorte de monde parallèle aux dimensions de la forêt. Là, il rencontre un loup-garou, l'ancien amant de l'enchanteresse de Scylla, qui l'enjoint à se méfier de ladite. C'est elle qui l'a ainsi maudit. Il confie à l'ermite amoureux un miroir magique qui reflète la véritable image de tout un chacun, ce dont il fait la démonstration sur lui-même, expérience qui terrifie notre héros. Mais l'affaire s'envenime quand celui-ci et son enchanteresse sont confrontés à la femme dont l'ermite était initialement amoureux, accompagné de ses servants. Notre héros prétend s'en désintéresser et, au moment ultime, il choisit de jeter le miroir par la fenêtre sans en avoir fait usage sur sa maîtresse. Qu'importe la réalité, il compte vivre et être heureux dans l'illusion de ses sens. Une fin assez inattendue, même si elle brode d'une certaine manière sur la fin de l'histoire, aux origines du cycle d'Averroigne. Le résultat est une nouvelle légère et enthousiasmante qui clôt Averroigne dans un ricanement sardonique en voyant en rose la sexualité réprimée des moines. Ils ne nuiront plus au héros. En fait, c'est peut-être même l'occasion pour lui de perdre ses guillemets. Comme pour Zotique, Averroigne se conclut sur un ensemble de fragments et synopsis globalement bien plus développés que ceux de l'autre cycle. La sorcière d'Averroigne, ou la tour d'Istarel, constitue le plan d'un roman qui m'a fait l'effet d'être relativement confus. Mais si le projet d'ensemble ne me paraissait pas très enthousiasmant, je ne peux nier qu'il développait de bonnes idées ça et là, messe noire incluse. Le maître du sabbat est un autre synopsis assez développé, mais finalement bien trop commun pour séduire. Le tragique destin d'Azédarak, par contre, fait envie, avec son amusante idée d'une Averroigne renversée. Et le personnage d'Azédarak méritait sans doute qu'on y revienne. Nous ne savions rien des circonstances de sa disparition, après tout. Le plus intéressant de ces synopsis, cependant, est clairement à mes yeux l'oracle de Sadoquar, un récit romain sous haute influence Lovecraftienne, l'occasion de mettre en scène cette Averronia dont le gentleman de Providence avait parlé, et dont le propos était véritablement horrible, jusque dans sa tragique conclusion, dont le caractère éminemment prévisible constituait en fait un atout. Là, Smith aurait sans doute pu en tirer quelque chose de passionnant. Il ne reste plus que deux très brefs synopsis à la manière de ceux de Zotique. Le loup-garou d'Averroigne laisse envisager un texte relativement banal, mais dont la fin aurait pu être intéressante à la façon d'une fable gore. Par contre, l'intérêt de la gargouille de Vionne me dépasse. Dans ces deux pauvres lignes, il n'y a finalement rien d'autre qu'un état primitif du faiseur de gargouille, à vue de nez, en bien moins convaincant. Le bilan, comme vous vous en doutez, est des plus favorables. Bien sûr, l'exhaustivité a ses travers, et les cycles de Zotique et d'Averroigne comprennent tous deux leur lot de textes mineurs et dispensables. Aucun ne m'a véritablement paru mauvais, ceci dit, seul le satire pourrait l'être très éventuellement. Mais les bons textes l'emportent et certains sont parfaitement brillants. L'Empire des Nécromants, peut-être le Sombre Eidolon, très certainement Xithra et les Nécromanciens de Naat pour Zotique, Saint-Azé d'Arac, le Colosse d'Ilourgne et la Bête d'Averroigne pour Averroigne, sont des récits de fantaisie admirables, souvent singuliers, et systématiquement d'une très belle et très efficace plume, génératrice d'une ambiance irréprochable. Zotique m'a tout spécialement parlé. Je me suis régalé à la lecture des contes de ce monde en fin de vie où la décadence règne, et, bordel, j'y ai enfin trouvé mes nécromanciens adorés. Averroigne opère dans une autre catégorie, mais cet univers, moins intrinsèquement séduisant que l'autre, a tout de même donné lieu à des nouvelles très réussies à l'ambiance saisissante. Pour finir, cette édition, répétons-le, est absolument splendide. Un très beau travail a été accompli, et les œuvres de Clark Ashton Smith pour leur grand retour en France, espérons, ne pouvaient rêver plus bel écrin. Elle m'a donné l'occasion enfin de lire cet auteur à côté duquel je passais sempiternellement et dans les meilleures conditions. C'est le type même du financement participatif vraiment utile et livrant en définitive un produit à la hauteur des attentes, voire encore supérieur, probablement même. Je vous parlerai un jour prochain de la suite avec Hyperborée et Poséidonis. J'ai hâte, à vrai dire.